Chaque année, 15 millions de bébés naissent prématurément dans le monde. Cela représente une naissance sur 10. Certains de ces bébés pèsent moins d'1 kilo. Ce sont des extrêmes prématurés. Au Japon, nous pratiquons la réanimation à partir de 22 semaines d'aménorrhée. Le taux de survie est de 50%. Il y a encore quelques années, personne ne leur aurait donné la moindre chance de survie. Mais la science s'intéresse davantage à ces petits êtres en devenir. Aujourd'hui, des techniques de pointe permettent de plus en plus souvent de sauver la vie des très grands prématurés. Mais les médecins sont aussi confrontés à un autre défi. À ses débuts, le seul objectif de la médecine néonatale était de sauver la vie des enfants. Aujourd'hui, nous réfléchissons aussi à la qualité de la survie. 2 tiers des très grands prématurés auront des séquelles. Comment venir en aide à ces minuscules êtres humains et leur permettre de se développer le mieux possible? La question intéresse la recherche, mais suscite également un débat éthique au sein de la société. Nous devons trouver un équilibre entre chance de survie et taux de handicap, et ne pas négliger la question des coûts. Les parents remettent le sort de leurs enfants entre les mains des médecins. Mais le corps médical n'a pas de recette miracle pour sauver des vies si immatures. Je pense qu'il nous arrive à tous de douter de temps à autre de la pertinence de ce que nous faisons. Nous devons être extrêmement attentifs à agir dans le seul intérêt de nos patients. La durée d'une grossesse normale est de 41 semaines d'aménorrhée. Mais que se passe-t-il quand, au lieu de se dérouler comme prévu, ce miracle de la nature s'interrompt brutalement et que la vie commence avec 17 semaines d'avance, pour des organismes trop petits, trop légers et bien trop immatures pour pouvoir vivre? Avant tout, nous avions peur qu'il meure. Pour la première fois, quand je l'ai vu, j'ai cru qu'il ne va pas vivre parce qu'il était tellement tout petit. J'avais l'impression que le temps s'était arrêté. J'étais comme paralysée. Je n'étais même pas triste. Je ne ressentais absolument rien. D'un coup, le monde s'est écroulé. Je voulais juste être maman. Mais c'était comme si je m'y étais mal prise. Quatre femmes, un destin. Elles ont mis au monde de très grands prématurés, nés à 23 semaines d'aménorrhée. Tous ont survécu. L'histoire de Katia Schreier commence il y a 2 ans à Cologne. Son fils Émile naît par césarienne, pratiquée en urgence. À 23 semaines, il se situe dans une zone de vide juridique. En Allemagne, les médecins ne sont tenus de réanimer les bébés qu'à partir de 24 semaines d'aménorrhée. J'ai mis un peu de temps avant d'éprouver de véritables sentiments maternels. Ce n'était pas comme chez les autres femmes, qui après l'accouchement débordent d'amour rien qu'en regardant leur bébé. Il y avait surtout beaucoup de peur et de tristesse. Sont considérés comme prématurés tous les bébés nés à moins de 37 semaines au lieu de 41. Mais les prématurés moyens n'ont pas grand-chose à voir avec les très grands prématurés, qui naissent à 23 ou 24 semaines d'aménorrhée et pèsent moins d'1 kilo. La naissance d'un très grand prématuré est toujours traumatisante. Les mères voient leur bébé confié à des appareils hautement sophistiqués. La vie de famille se focalise alors sur les soins intensifs et le service de néonatologie. À l'hôpital universitaire de Cologne,
une équipe s'est spécialisée dans la prise en charge de ces tout-petits. Le professeur Bernd Roth et le docteur Angela Krebs dirigent l'un des plus grands centres de néonatologie d'Allemagne. Chaque année, quelques 800 bébés y naissent avant terme, dont 120 très grands prématurés. Notre approche des prématurés et de leurs parents se fonde sur deux hypothèses de principe. La première est que les bébés prématurés, aussi petits soient-ils, sont capables de faire beaucoup de choses par eux-mêmes et qu'il faut observer chacun d'entre eux de très près afin de pouvoir décider en son nom de ce qu'il peut faire seul et de ce qu'il faut faire pour lui. La seconde hypothèse consiste à s'en remettre à la compétence des parents, qui est une réalité, même si l'enfant est né beaucoup trop tôt et même s'ils ont aussi besoin de notre aide. Ici, dès la naissance, on incite les parents à entrer en contact avec leur enfant, à le toucher, à passer beaucoup de temps avec lui. Cette approche favorise le développement des bébés et a des effets positifs sur leur respiration et leur fréquence cardiaque. Ils deviennent plus calmes, dorment mieux et prennent plus rapidement du poids. À l'hôpital universitaire de Cologne, la participation des parents fait partie intégrante de la prise en charge des très grands prématurés. Les contacts intensifs entre parents et enfants renforcent également les liens d'attachement. La particularité de notre démarche, c'est que nous considérons que ces petits-enfants vivent en symbiose avec la mère et qu'ils ont besoin pour se développer que cette symbiose puisse se prolonger sous une autre forme. Dans l'utérus, l'enfant est en contact permanent avec sa mère. Il perçoit les bruits de son corps et réagit à ses mouvements et à ses humeurs. C'est grâce à cette interaction avec la mère que se développent les fonctions sensorielles de l'enfant et que se construisent ses capacités innées. La spécificité de notre démarche, c'est que nous en tenons compte et que nous essayons de recréer des conditions similaires à l'extérieur du ventre maternel, en laissant aux parents un accès illimité à l'enfant et en mettant très tôt les enfants sur la poitrine de leur mère. C'est un peu notre marque de fabrique. L'approche qui consiste à mettre le bébé sur la poitrine de sa mère est appelée méthode kangourou. Katia Schreier passe plusieurs heures par jour dans cette position. À peine né, Emile a eu une hémorragie cérébrale. La famille était au désespoir. Avant tout, nous avions peur qu'il meure. Et puis ensuite, une fois ce danger à peu près écarté, nous avons eu peur qu'il ait un lourd handicap mental, qu'il ne puisse pas avoir de vie autonome. Nous étions aussi très inquiets des conséquences pour notre famille. Les médecins réservent encore leur pronostic. Les suites d'une hémorragie cérébrale varient d'un prématuré à l'autre. Dans les semaines qui suivront, ce sont surtout ses parents qui procureront à Émile la stabilité dont il a besoin. Le Japon est le seul pays où la loi oblige les médecins à sauver les très grands prématurés dès 22 semaines d'aménorrhée. Un âge où l'interruption médicale de grossesse est encore légale dans d'autres pays. Le professeur Hiroshi Nishida, aujourd'hui retraité, a participé à l'élaboration des directives destinées aux spécialistes nippons. Son successeur, le professeur Satoshi Kusuda, dirige le service de néonatologie à l'hôpital universitaire de Tokyo. Au pays du soleil levant, on prévoit une infirmière par prématuré. De quoi faire rêver les hôpitaux européens. En revanche, le contact intensif avec les parents n'est pas envisagé. Leur temps de visite est limité à 2 heures par jour. Chaque enfant est relié à son propre petit centre de calcul qui collecte des données 24 heures sur 24. Dès l'arrivée à l'hôpital, un logiciel assure une prise en charge optimale.
Ce système nous permet de gérer les hospitalisations en fonction des symptômes. Il nous indique les places libres dans les hôpitaux les mieux adaptés. Au Japon, nous considérons les prématurés comme des êtres humains à part entière. C'est pourquoi nous ne négligeons aucune possibilité de traitement. Le fils d'Ayako Ishii a lui aussi été sauvé à la naissance. Aujourd'hui, il a 3 ans. Kenta aime la musique. Lorsqu'il est né, à 23 semaines d'aménorrhée, il ne pesait que 500 grammes. Kenta est aveugle. Le petit garçon a passé beaucoup de temps sous assistance respiratoire et sa rétine s'est décollée. L'oxygène est toxique pour les vaisseaux rétiniens encore immatures et le problème se rencontre chez beaucoup de prématurés. Comme on ne pouvait pas passer beaucoup de temps avec lui, les infirmières nous ont donné cet album. Elles y collaient des photos de Kenta et y notaient comment il allait. Nous leur en sommes très reconnaissants. Cet album est un trésor pour nous. Les médecins pensent que Kenta souffre également d'un retard mental. Mais pour l'instant, le diagnostic n'est pas définitif. Ses parents font tout ce qu'ils peuvent pour le faire progresser. À l'hôpital, on s'est vraiment senti très entourés. Nous faisions entièrement confiance aux médecins et leur avons laissé prendre toutes les décisions. Il n'y a jamais eu le moindre problème. Les infirmières faisaient les intermédiaires entre l'hôpital et nous. Elles nous donnaient des explications très détaillées, ce qui nous a permis de mieux vivre la situation. Ça nous a un peu soulagés de nos angoisses. Pour l'instant, on ne peut rien faire pour empêcher que certains prématurés soient atteints de handicap. La médecine doit encore faire quelques progrès dans ce domaine. Mais un jour, le taux de mortalité baissera et les handicaps seront moins fréquents et moins lourds. Les hémorragies cérébrales postnatales restent un problème pour les médecins. Elles entraînent des séquelles chez certains enfants et pas chez d'autres. Les hémorragies cérébrales de grade 1 ou 2 sont souvent très bien surmontées et c'est prouvé. Mais il y a aussi des enfants qui se remettent d'hémorragies cérébrales plus graves. Nous avons souvent des surprises. Après la 12e semaine, l'embryon est devenu un fœtus. Tous les organes vitaux sont formés. Mais ce n'est qu'à partir de la 24e semaine que le cerveau mûrit. Il accomplit alors une véritable prouesse. Alors que les cellules nerveuses se multiplient, la myéline, une gaine qui enveloppe les neurones et permet d'accélérer la propagation de l'influx nerveux, se met en place. Des réseaux de connexions cohérentes se forment dans le cerveau. Chez les très grands prématurés, ce processus n'a pas encore eu lieu. Leur cerveau est en cours de développement et n'a atteint qu'un quart de son volume. Il n'est pas capable de traiter de nombreux stimuli comme le bruit ou la lumière vive. À l'hôpital universitaire d'Essen, l'équipe du professeur Ursula Felderhof étudie les causes des hémorragies cérébrales et autres lésions du cerveau. 13 hôpitaux européens participent à l'étude internationale NeoBrain. Nous étudions les effets d'un excès d'oxygène sur les cerveaux immatures. Notre hypothèse est qu'il peut sans doute endommager des cellules nerveuses, mais également affecter les connexions entre les neurones. Autrefois, on pensait que les lésions étaient toujours dues à un manque d'oxygène, mais des études récentes ont montré qu'une suroxygénation pouvait endommager des organes, notamment chez les prématurés. Pour en avoir le cœur net,
on expose des neurones immatures d'animaux à de fortes doses d'oxygène. Les chercheurs observent les oligodendrocytes, des cellules qui assurent la formation de la myéline. Nous nous sommes aperçus que ces cellules mouraient quand elles étaient trop oxygénées. Elles commencent par rétracter leurs petits prolongements cellulaires, si bien qu'elles ne sont plus reliées entre elles, puis elles meurent. Et donc, il se forme moins de myéline, qui est indispensable pour isoler les neurones. Les équipes cherchent également à élaborer des profils de biomarqueurs impliqués dans les hémorragies cérébrales. Ils élaborent des schémas protéiques à partir de prélèvements de tissus pour savoir quelles protéines entrent en jeu dans les lésions cérébrales. Sur le long terme, l'objectif de NeoBrain est d'élaborer des stratégies qui permettront de mieux protéger le cerveau des prématurés. Nous pensons que le cerveau possède d'étonnantes facultés de régénération. Quand certaines zones sont touchées, d'autres peuvent parfois encore mûrir et grandir, peut-être mieux se connecter entre elles et jouer un rôle tout à fait positif. Mais nous ne pouvons pas forcément regarder à l'intérieur du cerveau de nos petits patients. De plus, il faut attendre de voir comment ils vont se développer sur le long terme. Aujourd'hui, la science est encore impuissante face au risque d'hémorragie cérébrale. Le syndrome de détresse respiratoire chez les prématurés a lui aussi longtemps posé problème au corps médical. À peine sorti du ventre de sa mère, le nouveau-né doit prendre sa première respiration et faire entrer de l'air dans ses poumons, jusqu'alors remplis de liquide amniotique. Mais les prématurés n'y arrivent pas toujours. Malgré l'assistance respiratoire, la cage thoracique de ce bébé se contracte sans arrêt. La faute à ses alvéoles pulmonaires encore immatures. Elle s'affaisse à chaque expiration. Incapable de s'expandre, les poumons se rétractent. Il y a encore 30 ans, le syndrome de détresse respiratoire était la principale cause de décès chez les prématurés. Pendant des décennies, les scientifiques cherchent le moyen de traiter la détresse respiratoire chez les prématurés. C'est dans la province japonaise d'Iwate, à 80 km au nord de Tokyo, que Tetsuro Fujiwara le découvre. Après mes études, j'ai commencé à exercer en pédiatrie. Il y avait un prématuré en détresse respiratoire. Je l'ai vu mourir asphyxié sous mes yeux, sans pouvoir rien faire pour lui. Ça m'a fait un tel choc que j'ai décidé de me consacrer à la recherche. Je suis allé aux États-Unis, à l'Université de Californie. Il fallait absolument que je trouve comment aider ces enfants. Dès 1955, des scientifiques avaient découvert que les bébés atteints de détresse respiratoire présentaient un déficit en surfactant, une substance qui réduit la tension de surface des alvéoles pulmonaires. Le nombre d'alvéoles par millimètre carré permet d'évaluer la quantité de surfactant présent dans les poumons. Mais la production de cette substance ne commence qu'à la 24e semaine de grossesse. Nous avons découvert qu'il fallait une certaine quantité de surfactant dans les poumons. Alors nous nous sommes dit qu'il fallait sans doute en administrer pour pouvoir espérer sauver les enfants. Mais comment fabriquer cette précieuse substance? Au Japon, Fujiwara dissèque d'innombrables poumons d'animaux et de prématurés décédés. Aujourd'hui âgé de 83 ans, il donne toujours des conférences sur sa découverte et ses recherches. Il y évoque notamment la famille Kennedy, qui en 1963 a perdu un fils victime du syndrome de détresse respiratoire.
Lorsqu'enfin Tetsuro Fujiwara réussit à extraire du surfactant de poumons de bovins, la communauté médicale se montre sceptique. Avant de l'essayer sur d'autres personnes, j'en ai d'abord pris moi-même pour voir si ce n'était pas toxique. Il ne constate pas d'effet secondaire, si bien qu'en 1980, une urgence médicale lui fait franchir le pas décisif. Le premier cas était celui d'une femme enceinte qui avait déjà fait 6 fausses couches. À sa 7e grossesse, elle s'était dit « C'est ma dernière tentative pour avoir un bébé ». Et voilà que ce petit bout menaçait de mourir asphyxié. J'ai alors utilisé du surfactant de bovin pour la première fois. Ça a très bien marché et l'enfant a survécu. La nouvelle se répand rapidement. Aujourd'hui encore, les spécialistes du monde entier utilisent le surfactant, généralement tiré de poumons de porc. La substance laiteuse est injectée dans les poumons du bébé par intubation. En l'espace de quelques secondes, le surfactant se dépose à l'intérieur des alvéoles. Un peu comme du liquide vaisselle qui entre en contact avec l'eau, il forme un film élastique très fin qui réduit et stabilise la tension superficielle des alvéoles. Le surfactant les empêche de s'affaisser à l'expiration. L'échange gazeux oxygène-dioxyde de carbone se fait alors sans problème. Il ne faut que quelques minutes pour que la respiration du nouveau-né s'apaise. Les poumons, avec leurs 300 millions d'alvéoles, ont pris du volume. La découverte de Tetsuro Fujiwara a révolutionné la néonatologie. Depuis, le surfactant d'origine animale sauve la vie d'innombrables prématurés. La médecine est de moins en moins démunie face aux naissances prématurées. Mais elle ne peut pas les empêcher. Leur taux est même en augmentation. Elles sont généralement dues à des infections pendant la grossesse ou à des naissances multiples. Ces dernières années, les grossesses multiples sont devenues beaucoup plus fréquentes à cause des traitements contre l'infertilité, que ce soit par fécondation artificielle ou par stimulation ovarienne de la mère. D'autres facteurs de prématurité possibles sont un stress important pendant la grossesse ou des circonstances particulières, comme pour Katia Schreier, victime d'un décollement du placenta. Émile s'est bien développé. Il peut à présent respirer sans assistance. Par précaution, un capteur mesure encore le taux d'oxygène dans son sang. C'est merveilleux qu'il ait quitté les soins intensifs. Ici, au service des prématurés, les parents peuvent et doivent être beaucoup plus présents. Il devient de plus en plus un bébé comme les autres. Et non plus ce prématuré malade qu'il était au début. Une étape cruciale pour les parents. Pour les médecins, c'est la routine. Ils doivent quotidiennement faire des arbitrages entre ce qui est possible sur le plan médical et ce qui est défendable sur le plan éthique. Le destin de leurs patients est entre leurs mains. C'est le hasard qui a décidé du destin de Marianne Esson Soso et de son fils Aziz. Aziz est né à l'hôpital universitaire de Cologne. Sa mère, camerounaise, vit à Paris depuis des années. Alors qu'elle rend visite à une amie en Allemagne, Marianne ressent les premières contractions. Les médecins lui conseillent de rester à l'hôpital. Aziz naît à 23 semaines d'aménorrhée. Il pèse 500 grammes. Pour la première fois, quand je l'ai vu, j'ai cru qu'il ne va pas vivre parce qu'il était tellement tout petit. Donc du coup, j'ai eu peur.
J'ai pleuré pendant 3 jours. Le premier jour, je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu pour 5 minutes et après on l'a ramené parce qu'il fallait lui mettre l'oxygène. Pour moi, c'est un miracle. Parce que quand je le vois, je suis très contente. Je suis très, très contente. Dans les semaines qui suivent, Aziz se développe bien. Il grandit rapidement et franchit toutes les étapes jusqu'au moment où il peut respirer seul. Chaque jour, mère et fils passent plusieurs heures ensemble. Marianne et Son Soso restent alors à Cologne. En se rendant à l'hôpital, elle repense souvent aux difficultés rencontrées pendant sa grossesse. À Paris, elle avait dû se rendre plusieurs fois aux urgences. Je crois que si j'étais en France, peut-être que j'allais perdre Aziz. Je sais pas, parce qu'ils ne m'ont jamais gardé à l'hôpital. Jamais gardé à l'hôpital. Donc, si j'étais en France, je ne crois pas qu'Aziz allait vivre. Ouais. En France, comme aux Pays-Bas et en Suisse, les médecins peuvent tenter de sauver les bébés, mais n'y sont pas obligés avant 24 ou 25 semaines. Ce n'est qu'à partir de la 26e semaine que des mesures de réanimation sont systématiquement proposées. Marianne et Son Soso avaient déjà fait une fausse couche il y a 5 ans. La naissance de son fils a fait d'elle une maman heureuse. Aziz est à présent un bébé mature de 2,5 kg et 45 semaines. Il va pouvoir voyager. Au bout de presque 6 mois, Marianne peut repartir, en remerciant le hasard qui a fait naître son fils en Allemagne et a changé le cours de sa vie. En France, une nouvelle vie attend la jeune maman, avec un planning chargé en séances de soins et de rééducation. Émile va lui aussi bientôt rentrer à la maison. C'est aujourd'hui, et non il y a 17 semaines, que sa naissance était prévue. Katia Schreier est heureuse de voir les progrès de son bébé, mais s'inquiète pour l'avenir. Je me demande parfois quelle trace ça va lui laisser. Toute cette période où je n'ai pas pu être avec lui en permanence. Bien sûr, ici, il est bien pris en charge. Mais ce n'est pas la même chose que quand on sera à la maison. Ici, il y a toutes ces alarmes. Il y a toujours quelqu'un qui doit venir s'occuper de lui. J'ai un peu peur qu'il en garde des séquelles psychologiques au niveau inconscient. Mais quels sont les stimuli qui nuisent à ces petits cerveaux encore immatures? Et lesquels ont un effet bénéfique? Dans quelle mesure faut-il isoler les grands prématurés des bruits ambiants? Même les prématurés moyens doivent recevoir des stimulations sensorielles adaptées. C'est un équilibre très subtil qui exige un dosage tout en finesse. Si les bébés sont surstimulés, ils se raidissent et se replient sur eux-mêmes. Il faut des stimulations adéquates. Je ne peux pas vous en donner de définition précise, mais nous pensons que la voix des parents, de la mère et du père, qui parlent à leur enfant, qui leur chantent des chansons, peut correspondre à l'effet recherché. Le chant, un moyen d'améliorer le développement cognitif des enfants? C'est ce que veulent prouver les chercheurs de l'hôpital cantonal de Zurich, grâce à la musicothérapie. 3 fois par semaine, une thérapeute chante aux prématurés des mélodies qu'elle a choisies avec les parents.
Je commence par caler mon chant sur le rythme respiratoire des enfants. Puis ils se mettent à me suivre et au bout d'un moment, je peux les aider à ralentir leur souffle s'ils respirent trop vite ou simplement à respirer régulièrement. Pour nous, c'est tout à fait normal. Nous inspirons, nous expirons. Mais les prématurés ont souvent du mal à trouver ce rythme parce que chez eux, tout est arythmique. Ils ne sont plus accompagnés par les battements du cœur de leur mère. Le rythme est indispensable à notre équilibre. Par le biais de la musique, j'aide les enfants à trouver un rythme qui les stabilise. Une fois qu'ils ont intériorisé ce rythme et se régulent seuls, ils deviennent capables de s'ouvrir sur l'extérieur. Les parents participent à la thérapie lors de leur visite à l'hôpital. Par la suite, ils devront continuer à beaucoup chanter avec leur enfant. Notre objectif est qu'une fois en âge d'être scolarisés, les enfants aient de meilleurs résultats, avec moins de problèmes en calcul et une meilleure maîtrise du langage. Mais jusque-là, la route est longue, 5, 6 ou peut-être même plus de 10 ans. Les chercheurs supposent que le chant stimule la croissance du cerveau des prématurés. Et peut-être aussi qu'il favorise la prise de volume du corps calleux, par lequel sont reliés les deux hémisphères du cerveau. On peut mesurer certaines régions du cerveau qui sont mieux développées parmi les bébés du groupe suivis en musicothérapie et même représenter certaines fonctions du cerveau. C'est ce que nous pensons. Nous avons de premières pistes qui montrent que les enfants exposés à la voix maternelle vont établir certaines connexions qui forment la base du développement langagier plus rapidement que les enfants qui ne bénéficient pas de cette thérapie. Les aînés aussi peuvent chanter pour leurs petits frères ou sœurs. L'étude suisse est prévue sur 4 ans. Les résultats permettront peut-être d'en savoir encore un peu plus sur le fonctionnement du cerveau. En Chine, les prématurés de moins de 28 semaines d'aménorrhée n'ont que peu de chances de survivre. Une clinique gynécologique de Shanghai. Dans le pays, les femmes enceintes sont soumises à forte pression. Nombreuses sont celles qui ne seront mères qu'une fois, et la société affectionne tout particulièrement les enfants mâles en bonne santé. Au-delà de 28 semaines d'aménorrhée, les parents n'hésitent généralement pas à nous demander de sauver leur enfant. Mais avant ce délai, ils sont plutôt réticents. Et les médecins aussi. L'équipe médicale ne maintient les très grands prématurés en vie qu'à la demande expresse des parents. On compte une seule infirmière pour 8 bébés et le temps de visite est très limité. Le professeur Tao Duan dirige le service de néonatologie. Il est au courant des nouvelles méthodes visant à mieux prendre en charge le développement des grands prématurés. Mais en Chine, elles ne sont guère applicables et le gouvernement maintient la règle des 28 semaines d'aménorrhée. Pour être réaliste, la situation du pays est la suivante. À Pékin, Shanghai ou Canton, les standards économiques et médicaux sont à peu près les mêmes que dans les pays industrialisés d'Europe ou d'Amérique du Nord. Des villes un peu moins importantes sont au niveau des pays émergents. Mais en Chine, il existe encore de nombreux territoires ruraux et isolés qui s'apparentent à ce qu'on appelle le tiers-monde. Le niveau de développement économique n'est pas plus élevé que dans les pays pauvres du continent africain. En Chine, les prématurés représentent aussi une charge financière pour les parents, car les soins ne sont pris en charge que partiellement. Alors que la Chine cherche à éviter l'explosion démographique, les autorités japonaises, elles, combattent le vieillissement de la population. L'assurance de la famille Ishii a pris en charge la totalité des frais liés à la prématurité de Kenta, soit près de 150 000 €.
Au Japon, on sauve la vie des prématurés dès 22 semaines d'aménorrhée. Il n'empêche que les parents de Kenta se sentent parfois bien seuls face à leurs problèmes. La société japonaise est assez rigide. Par exemple, j'aimerais mettre Kenta à la maternelle pour pouvoir retourner travailler. Mais l'année dernière, ils n'ont pas voulu l'inscrire parce qu'il était malade. J'ai refait une demande pour cette année, mais comme il a ce problème avec ses yeux, je ne sais pas s'ils vont le prendre. On attend une réponse définitive, mais je n'y crois pas trop. Et puis il y a notre entourage. Mes parents, par exemple. Quand nous leur avons montré les photos de Kenta, leur première réaction a été « Mais c'est affreux. Ça fait mal rien que de le regarder. » Et plus tard, ils ont dit « Le pauvre, il ne voit rien. Il fait pitié. » Mais moi, la maman, ce n'est pas ça que je vois. Je vois comme il a bien grandi. Je vois qu'il commence à mieux se servir de ses mains. Je vois tous les progrès qu'il a déjà faits. Partout dans le monde, les médecins ont une grande latitude pour décider de la vie ou de la mort des prématurés. Quand prennent-ils la bonne décision? Et d'ailleurs, peut-on parler de bonnes ou de mauvaises décisions dans ce domaine? Je pense que nous devons nous garder du darwinisme social. Les prématurés sont des êtres humains et en tant que tels, notre premier devoir est de les soigner. Ce n'est que si les soins échouent que nous devons en tirer les conséquences et interrompre le traitement. Du point de vue du médecin, ça peut être très tentant de sauver un bébé à 22 semaines d'aménorrhée. Mais si par la suite l'enfant se retrouve lourdement handicapé, ce sera non seulement une épreuve très dure à supporter pour les parents, mais ça entraînera aussi des coûts financiers énormes pour la société. Il est évident qu'il y a des cas où même à 22 semaines d'aménorrhée, certains bébés ont une énergie vitale suffisante pour se battre et survivre. En Suisse, nous avons toujours été plutôt conservateurs. Nous n'aimons pas beaucoup les expériences et surtout, nous ne souhaitons pas exposer ces enfants à des risques aussi graves. C'est une position de principe, solidement ancrée dans l'opinion publique. Plus on en sait sur le développement de ces bébés, plus on sait ce qui se passe à 23, 24, 25 semaines d'aménorrhée, et mieux on peut répondre de manière adaptée aux besoins spécifiques de chaque enfant. Par expérience, on sait que les résultats des traitements sont toujours plus mauvais à la limite inférieure de la catégorie d'âge concernée. Si bien que ce sont les plus petits et les plus jeunes qui nous apprennent des choses dont les prématurés un peu plus âgés pourront profiter. À 18 mois, Émile a déjà fait beaucoup de progrès. Depuis son retour à la maison, Katia Schreier emmène son fils chez différents thérapeutes. Comme presque tous les grands prématurés, il a du retard à rattraper. Je suis très très fière de lui. C'est un vrai battant. À l'hôpital, les médecins disaient toujours « Les prématurés qui survivent et qui se développent bien sont des battants. Ils ont dû se battre pour vivre et ça se voit. » Et c'est vrai, ça se voit. Marianne Esson Soso et son fils Aziz se sont battus ensemble eux aussi. Tu fais bisous à maman? Oh, tu fais bisous à maman? Après sa sortie de l'hôpital, Aziz a souvent été malade. Il attrapait tous les microbes qui circulaient. Mais il semble à présent mieux résister aux infections. Il a aujourd'hui 18 mois
et participe à un atelier parisien pour enfants nés prématurés. Attention. Marche avant. Marche arrière. Partez. Coucou. Qui va mettre ses lunettes? Aziz a une mauvaise vision de l'espace, mais depuis qu'il porte des lunettes, son développement moteur ne cesse de s'améliorer. Bravo. Bravo, Aziz. Émile et Aziz. Deux petits garçons dont les débuts dans la vie ont été plus que difficiles. Mais ils se sont bien développés. Les très grands prématurés n'ont-ils besoin de rien d'autre que de la présence de leur mère? Une belle idée qui pourrait faire oublier le scénario angoissant de la prise en charge hypermédicalisée. Tout cela ne remplace pas les soins intensifs et ne nous remplace pas, nous les médecins. Pas plus que la technique ou les médicaments. Mais ça compte au moins autant et il faut y attacher la même importance. Un principe qui est parfaitement appliqué ici. La forme d'œuf du bâtiment reflète le besoin de protection des petits patients. Il a fallu 10 ans pour planifier et financer la construction du centre régional de néonatologie de Salzbourg, en Autriche. Les médecins ont travaillé avec les architectes et les artistes chargés du projet. Nous voulions qu'en venant ici, les mères aient le sentiment non pas de se rendre auprès d'un enfant malade, mais de venir voir un enfant né un peu trop tôt. Un enfant qui doit donc rattraper une partie de son développement ou l'accomplir dans un cadre différent. Ce chemin que les mères parcourent pour rejoindre leur enfant a été conçu dans cet esprit. Et c'est aussi l'impression qu'ont les parents. Ici, ils se sentent écoutés et pris au sérieux. Le calme règne dans le service. Dans les chambres mère-enfant, les parents peuvent s'habituer à leur nouvelle vie avec le bébé presque comme s'ils étaient à la maison. Les coûts sont pris en charge par l'assurance maladie et une fondation privée. Pour les prématurés, l'équipe médicale attache une importance particulière à l'allaitement maternel. Car malgré des recherches très poussées, on n'est pas encore arrivé à fabriquer industriellement un lait artificiel d'une qualité équivalente. À Salzbourg, le lait des mères est régulièrement analysé par le laboratoire. On y contrôle les teneurs en protéines, en matières grasses, en calcium et en phosphore, et on les enrichit au besoin. Si on leur donne une substance étrangère, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse d'une simple solution sucrée ou d'une formule spéciale pour prématurés, il s'agit toujours d'une molécule étrangère qui peut déclencher un processus inflammatoire dans la paroi intestinale. Et cela peut mener plus tard à une inflammation plus grave. Grâce à leur teneur élevée en protéines, les laits industriels pour prématurés les aident à prendre du poids rapidement. Mais un peu comme du fast-food, ils augmentent les risques de surpoids et d'obésité. Le lait maternel, lui, s'adapte étape après étape à la croissance des nourrissons. À Salzbourg, les médecins appliquent donc une méthode originale juste après la naissance. Notre particularité, c'est qu'ici, dès les premiers jours, pendant lesquels la maman n'a pas encore de véritable lait, mais produit un liquide appelé colostrum, nous ne nourrissons les bébés qu'avec ce colostrum. C'est tout sauf simple, et nous demandons un gros effort aux mères. Il n'est pas facile de tirer le colostrum sécrété pendant les premiers jours après l'accouchement, car il ne suffit pas d'utiliser un tire-lait. Les mères doivent se masser les seins manuellement, et ce, dès les premières heures qui suivent l'accouchement, qu'il ait eu lieu par césarienne ou par voie naturelle. En Autriche comme en Allemagne, les médecins peuvent choisir de soigner les prématurés à partir de 22 semaines d'aménorrhée. Mais ici aussi, ces très grands prématurés sont une exception. À Salzbourg, on encourage les parents à passer le plus de temps possible avec leur enfant.
C'est l'un des rares centres de néonatologie au monde où la médecine high-tech est étroitement associée à une approche favorisant le développement des prématurés. Quand la fille de Diane Turner est née, sa survie semblait compromise. Aujourd'hui, elle a 19 ans. Mère et fille ont rendez-vous au centre hospitalier universitaire de Londres. Le professeur Marlowe y dirige l'étude la plus longue jamais réalisée sur les prématurés. C'est un grand jour. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir me voir. C'est vraiment formidable de vous retrouver 19 ans plus tard. Merci beaucoup. En 1995, l'étude Epicure répertoriait tous les très grands prématurés nés en Irlande et au Royaume-Uni pendant 1 an. C'était la première fois que des médecins avaient des informations fiables sur les taux de survie. Par la suite, ils ont également pu collecter des données sur le développement physique et mental des enfants. Sur cette période, nous avons pu mettre en évidence un taux de mortalité élevé dans le groupe des très grands prématurés, ce qui confirmait ce que nous savions déjà. Chez les survivants, les infirmités sont très fréquentes et parfois très lourdes. Cela nous a amené à remettre en cause la manière dont nous nous occupions des bébés dans les premiers temps, en suivant le devenir des enfants aux âges de 3, 7 et 11 ans. Nous avons pu constater des changements au cours de leur développement. Ils rattrapaient leur retard de croissance et leurs difficultés scolaires évoluaient avec le temps. Quand Megan est née à 23 semaines d'aménorrhée, elle ne pesait que 590 grammes. Elle a survécu, et à l'époque, cela tenait du miracle. Si aujourd'hui on arrive à sauver environ 3 fois plus de très grands prématurés, la proportion d'enfants atteints de séquelles n'a pas changé. Et les difficultés scolaires demeurent. Nous avons étudié différents groupes, et le constat est le même partout. Les enfants ont des problèmes dans toutes les matières, notamment en maths. Elle a des difficultés avec les chiffres. Megan a eu une hémorragie cérébrale quand elle est née. Elle n'a jamais passé d'IRM, mais on pense que ça a endommagé la zone de son cerveau où sont localisées la perception de l'espace et les aptitudes mathématiques. Les tests d'évaluation portent également sur les aptitudes langagières. Megan doit expliquer le sens du mot « sonnerie ». C'est un bruit et... Enfin... Je ne sais pas très bien. Les résultats de Megan varient selon les matières. Elle se débrouille en lecture, mais s'en tire moins bien pour les tests de logique. Megan a encore besoin de beaucoup d'aide pour son âge, y compris pour prendre soin d'elle-même, pour se laver. Elle a une infirmité motrice cérébrale qui rend ses muscles douloureux et la fait beaucoup souffrir. Par exemple, le simple fait de mettre ses mains au-dessus de sa tête pour se laver les cheveux ou les sécher lui fait mal. La batterie de tests comporte aussi un volet médical. Megan a été sous ventilation artificielle intensive, mais l'examen du fond d'œil, et notamment celui de la tête du nerf optique, est parfaitement normal. Les conséquences des soins prodigués aux très grands prématurés sont décidément très variables. Nous avons cru plusieurs fois que nous allions la perdre. Je préfère ne pas y penser. Quand elle avait 5 ans, on n'osait même pas envisager l'avenir. Et maintenant, elle a 19 ans. Elle est belle, elle est forte et elle est merveilleuse. Jamais je n'aurais imaginé qu'on arriverait jusque-là.
L'étude Epicure aide les médecins à parler aux parents des risques à long terme liés à l'extrême prématurité et peut-être aussi à prendre des décisions difficiles. Malheureusement, il nous arrive parfois d'identifier des problèmes qui vont entraîner des handicaps à vie. Si c'est le cas, nous devons faire le point et discuter très prudemment avec les parents. Parfois, cette concertation peut nous amener à décider d'abandonner la réanimation active et de passer aux soins palliatifs. Chez les Schreier, la vie quotidienne reprend peu à peu ses droits. Tout le monde a été marqué par les 2 années éprouvantes qui viennent de s'écouler. Émile continue à rattraper son retard à pas de géant. Ces dernières décennies, la médecine a fait de grands progrès dans le traitement de la prématurité et a testé les limites de la viabilité. À l'avenir, l'enjeu sera d'améliorer durablement la qualité de vie des très grands prématurés, mais aussi d'élucider les causes du problème. Ce n'est pas parce que nous avons les moyens d'infléchir la courbe des naissances grâce aux surfactants que la prématurité cesse d'être un problème. À titre personnel, je pense que la recherche doit consacrer tous ses efforts à la prévention de la prématurité.